Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Et ce soir, nous accueillons sur le plateau Bonham ici et Saïd Ali. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous faites partie du comité de soutien à Marine Le Pen ici à Mayotte. On va le voir avec vous, ce que votre parti propose ici pour les Mahorais notamment. On verra également comment s'annonce cette campagne, les derniers jours, comment se déroule-t-il juste avant le deuxième scrutin. On en parle tout à l'heure avec vous, vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. On parlera avec vous également des élections, notamment sur ces couacs qu'on a pu recenser. Vous nous direz de quoi il s'agit tout à l'heure Pierre, mais d'abord voici les titres de ce mardi 2 mai. Après la lettre ouverte des médecins urgentistes, c'est au tour du syndicat Solidaire Sud Santé de sensibiliser les pouvoirs publics et la population sur les difficultés rencontrées au CHM. En effet, au travers d'un communiqué, il pointe du doigt les mauvaises conditions de travail, dues notamment au manque d'effectifs et à la surcharge de travail. Explication. La semaine dernière, les représentants syndicaux de la CSSM ont rencontré leur employeur à Paris. Lucans a pris des engagements en ce qui concerne la mise en place de la retraite complémentaire, point phare de leurs revendications, mais aussi des cotisations sociales à 100%. Néanmoins, le mot d'ordre pour les syndicalistes reste vigilance. Reportage. Tournage sur bois, sculpture, bijouterie, tressage, gravure, le hall du comité du tourisme accueille en ce moment l'exposition Art et Artisanat autour du bois, une première sur l'île. Jusqu'au 13 mai, une dizaine d'artisans et artistes exposeront leurs travaux réalisés en matériaux naturels. Nous sommes allés à la rencontre d'une de ces artisanes. Plus d'informations à la fin de votre journal. Et direction tout de suite le CHM où le ton monte chez les personnels des services hospitaliers. Souvenez-vous, en mars dernier, les urgentistes s'étaient déjà manifestés par le biais d'une lettre ouverte. Une situation qui aujourd'hui pousse le syndicat solidaire Sud Santé Socio Mayotte à tirer lui aussi la sonnette d'alarme. À travers un communiqué diffusé dernièrement, le syndicat dénonce également l'aggravation des conditions de travail auxquelles le personnel est soumis depuis bien longtemps. Ce n'est pas tout. Il remet aussi en cause la régionalisation du système de santé entre Mayotte et La Réunion, ce qui selon lui freine la politique de gestion hospitalière du département avec pour conséquence une attractivité du territoire considérablement entamée. Sony Chamsidine nous en dit davantage. La colère monte dans l'ensemble du service hospitalier. Après les urgentistes, c'est désormais le syndicat solidaire Sud Santé Socio qui monte au créneau. La fédération dénonce l'aggravation des conditions de travail des personnels du centre hospitalier, avec notamment un manque d'effectifs criant pour une surcharge de travail. Un système de santé à Mayotte au bord de la rupture. Ça concerne à peu près tout le monde, l'ensemble du personnel hospitalier, mais aussi il faut savoir que ça concerne aussi tout Mayotte. C'est pourquoi nous souhaitons sensibiliser et le personnel de l'hôpital, mais aussi les pouvoirs publics tels que l'État, mais aussi les collectivités. Notre crainte, c'est tout simplement une augmentation des pathologies avec les problèmes de prise en charge actuellement des patients. Il y a un malaise par rapport au personnel de l'hôpital public et on souhaiterait que l'administration fasse le nécessaire pour que nous puissions retenir le peu de ressources que nous avons actuellement à l'hôpital. Avec de nombreux dysfonctionnements constatés, plusieurs revendications sont donc mises sur la table pour remettre en état un système de santé local bien malade. En premier lieu, l'autonomie de l'agence régionale de santé et l'hôpital de Mayotte vis-à-vis du voisin de l'île de la Réunion qui aujourd'hui laisse très peu de marge. Le fait de délocaliser le pouvoir de décision de Mayotte à La Réunion, on s'estime quand même un peu lésé là-dessus parce que vu que au niveau de décisionnel, tout est pris à La Réunion, là-bas il y a plus ou moins une influence politique qui fait que lorsque le budget n'est pas suffisant pour satisfaire aux besoins de ces deux territoires, là-bas ce qu'on voit à Mayotte, c'est que malheureusement, l'ARS a tendance à plus ou moins à favoriser un peu le département de La Réunion au détriment des Maoris ici.
C'est pourquoi nous souhaitons absolument à ce qu'il y ait une agence régionale de santé de plein exercice à Mayotte. Des doléances qui seront proposées notamment lors d'une rencontre avec le directeur de l'ARS Océan Indien ce mercredi afin d'éviter la désertification médicale de plus en plus menaçante au sein du territoire. Et depuis le 18 avril dernier, le personnel de la Caisse de sécurité sociale du département a mis fin à la grève après 2 semaines de mouvement. Les revendications locales ayant fait l'objet d'un protocole d'accord, les syndicats attendaient alors le 25 avril, date de la réunion à Paris au siège de l'Union des caisses nationales de la sécurité sociale. La semaine dernière, les syndicats ont donc pu rencontrer leur employeur et les négociations étaient fructueuses. En effet, l'employeur a pris des engagements en matière de retraite complémentaire et de cotisation sociale. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Après plusieurs jours de négociations à Paris, les représentants syndicaux de la CSSM sont de retour à Mayotte. L'occasion pour eux de faire un compte-rendu à l'Assemblée des grévistes de la teneur des discussions qui ont eu lieu la semaine dernière au siège de Lucans. Ayant trouvé un accord sur les points relevant de la direction locale, à savoir la prime de transport, les mesures salariales et la majoration d'interprètes, nous avions rendez-vous le 25 avril à Paris. Donc l'intersyndicale CGT, EFO et CFE-CGC sont partis en négociation à Paris. Les négociations ont duré plus que prévu puisque sur la première journée, on a eu 2 jours de négociation, le 25 et le 27 avril. À l'issue de ces négociations, nous avons abouti à un calendrier qui démarre le processus de retraite complémentaire au sein de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. À savoir, le 31 mai, les délégués syndicales vont signer l'extension territoriale pour faire entrer le personnel de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte dans le régime de droit commun de la retraite complémentaire. Un autre rendez-vous est prévu en septembre pour continuer le processus de négociation sur les antériorités qui sont acquis au personnel de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. En marge du calendrier de mise en place de la retraite complémentaire de droit commun, l'employeur s'est engagé sur la prise en charge à 100% des cotisations sociales pour la période de 2012 à 2016. De bonnes nouvelles, même si les syndicats restent prudents en attendant les prochaines rencontres. Le mouvement est toujours suspendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 31 mai, si on ne trouve pas d'accord, on est susceptible à tout moment de rebloquer la caisse et faire grève. Donc, bon, comme il s'est engagé à voir au niveau de nos revendications ce qu'il peut faire et qu'on se revoit le 31 mai, nous en échange, on s'est dit on attend le 31 mai pour voir. On reste confiant parce qu'on a quand même senti quelqu'un qui est ouvert à la discussion. L'employeur est ouvert à la discussion. Maintenant on reste quand même vigilant. On reste vigilant parce qu'on n'a pas encore signé d'accord. Et il semblerait qu'il y ait des acteurs externes à la Sécu, à la négociation, qui jouent un rôle au niveau de nos négociations. Donc on reste quand même très vigilant. Selon les syndicats, l'État ferait pression sur Lucans afin qu'elle n'accorde pas la retraite complémentaire avant son application généralisée à l'ensemble des salariés. La peur d'une revendication qui se généralise est avancée, même si du côté des syndicats, il est hors de question d'attendre une semaine de plus. La demande du personnel de Mayotte, c'est de faire une extension territoriale. Le personnel de Mayotte a attendu depuis 22 ans un régime de retraite complémentaire, alors que leurs homologues de l'institution sécurité sociale bénéficient déjà de ce régime. Donc nous ne pouvons pas attendre un peu plus. C'est pour ça que nous avons fait le choix de l'extension territoriale pour le régime de retraite complémentaire des salariés de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Prochaine étape le 31 mai prochain, avec une nouvelle réunion prévue au siège de Lucans. Et politique à présent, à moins de 6 jours du premier tour des présidentielles. Ce soir, nous nous sommes intéressés à nouveau au programme de Marine Le Pen. La candidate du Front National qui a pris le relais de son père en 2011 espère bien faire mieux que lui en 2002. Pour cela, elle a axé son programme sur 3 mesures fortes que sont la priorité nationale, la lutte contre l'immigration et la prime d'achat pour les bas revenus. D'ailleurs, d'abord donnée largement perdante dans les sondages, à mesure que le second tour approche, les intentions de vote semblent évoluer en sa faveur. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Présidente du Front National depuis 2011, à 48 ans, Marine Le Pen compte, si elle est élue, organiser un référendum en vue de réviser la Constitution.
Elle souhaite par ailleurs instaurer le scrutin proportionnel à toutes les élections et abaisser le nombre de députés à 300 contre 577 actuellement et le nombre de sénateurs à 200 contre 348 aujourd'hui. En matière d'économie, elle se prononce pour le maintien de la durée légale de travail à 35 heures, la défiscalisation des heures supplémentaires, le retour de la retraite à 60 ans ou encore l'instauration d'une prime de pouvoir d'achat à destination des bas revenus et des petites retraites. Elle souhaite également abaisser les charges sociales des TPE-PME, défiscaliser les heures supplémentaires et mettre en place une taxe sur l'embauche de salariés étrangers. Dans le domaine de la sécurité, elle prévoit de recruter 15 000 policiers et gendarmes, de créer une garde nationale de 500 000 hommes et femmes et de créer 40 000 places de prison sur 5 ans. Elle veut par ailleurs mettre en place des accords bilatéraux afin que les étrangers condamnés purgent leur peine dans leur pays d'origine. En matière d'éducation, elle est favorable à l'instauration du port de l'uniforme, à l'abrogation de la réforme des rythmes scolaires et à la revalorisation des filières professionnelles. Elle entend en outre étendre à la métropole le service militaire adapté sur le modèle de celui existant en Outre-mer. En ce qui concerne la santé, Marine Le Pen veut supprimer l'aide médicale d'État réservée aux étrangers, augmenter le nombre d'agents dans la fonction publique hospitalière ou encore permettre aux médecins retraités d'exercer dans les déserts médicaux. Concernant l'écologie, elle souhaite développer les filières françaises des énergies renouvelables tout en modernisant la filière nucléaire par le biais d'un grand carénage. Elle affirme également que l'isolation de l'habitat constituera l'une des priorités budgétaires du quinquennat. Sur la question de l'Europe, son programme prévoit des négociations avec les membres de l'UE, accompagnées d'un référendum en France pour une sortie ou le maintien du pays dans l'Union européenne. Elle compte par ailleurs sortir de l'espace Schengen afin de rétablir les frontières nationales et se prononce pour la suppression de la double nationalité extra-européenne. Concernant la sortie de l'euro, sa récente alliance avec Nicolas Dupont-Aignan a jeté le trouble et fait reculer la candidate frontiste sur ce point. Enfin, au sujet des Outre-mer, Marine Le Pen souhaite créer un grand ministère de l'Outre-mer et de la mer et développer un plan stratégique d'investissement autour de l'économie de la mer. Elle veut par ailleurs réformer l'octroi de mer, créer des zones ultramarines françaises d'investissement prioritaires, ainsi qu'une agence pour les investissements privilégiés d'outre-mer. D'abord très distancé dans les premiers sondages en vue du second tour, le ralliement du président de Debout la France et la défiance d'une partie de l'électorat envers le candidat d'En Marche semblent rendre la décision finale plus indécise que prévu. Et justement, on continue à parler du programme de Marine Le Pen avec son représentant local, en tout cas l'un des membres de son comité de soutien ici à Mayotte, à Bouanam, ici, Saïd Ali. Donc on a vu le programme de Marine Le Pen qui a été rappelé dans ce reportage. On va revenir avec vous sur les points qui nous intéressent ici, notamment à Mayotte. Donc les points phares, est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Effectivement, les points les plus intéressants de toute façon, que ça soit au premier tour, ce qu'il avait annoncé avant, et le deuxième tour, durant cette semaine, ça n'a pas beaucoup évolué. Certes, il y a eu un arrangement par rapport à l'accord qu'il a eu avec Nicolas Dupont-Aignan, puisque c'est normal qu'on tienne en compte le nouveau venu à qui ils ont, lors de leur conférence de presse, on a eu la complicité entre ces deux personnes. Et en tenant compte, puisqu'on savait très bien que le programme de En Marche, le programme de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, pardon, c'est à 60%. Ce n'était pas en contradiction avec les idées de ce que proposait la candidate du Front National, Marine Le Pen. Sauf qu'il a fait reculer Marine Le Pen sur un point, c'est bien qui faisait partie justement des points phares de son programme. Il a reculé sur l'euro. Non, sur l'euro, je ne pense pas qu'il a reculé, puisque lors de sa conférence de presse avant-hier, il a bien insisté qu'elle n'a pas reculé. Certes, puisqu'il se retrouve dans sa lignée, elle va négocier avec les autres partenaires sur ces conditions-là, puisqu'on sait très bien, c'est ce qu'elle a déclaré texto, que l'euro, ça nous amène directement sur le mur. Donc, autant négocier maintenant, comme a fait la Grande-Bretagne, au lieu de rester jusqu'à aller à la catastrophe. Puisqu'on le sait très bien que l'euro à 15, c'était à peu près correct, mais à 28, ça devient compliqué. Justement, est-ce que cet nouvel accord avec Nicolas Dupont-Aignan va pas entamer la conviction de certaines personnes dans votre parti?
Non, non, pas du tout, hein. Au contraire, on a vu un Nicolas Dupont-Aignan, c'est quelqu'un de très grande valeur. C'est un homme politique qui a réussi à tous les niveaux, hein, très très apprécié. Certes, il n'a pas pu s'imposer au niveau national, son parti, voilà. Et puis maintenant, on a un grand homme. On l'a toujours opposé aux idées du Front National. Oui, il s'est toujours opposé, mais il a constaté qu'il y avait des points où ils peuvent ils peuvent travailler ensemble, à condition, bien sûr, que chacun met un peu de dans son vin. Je voulais revenir là-dessus, puisque cette possibilité d'être Premier ministre aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je voudrais revenir aussi que localement, c'est vrai qu'avec son représentant ici à Mayotte, il a eu du mal à accepter cet accord. Il a fallu, je suppose, appeler plusieurs fois Nicolas pour pouvoir comprendre certaines choses. Et puis après, bon, il s'est résigné. Mais même le candidat Nicolas Dupont-Aignan, où il a passé durant, je pense que 5 jours de négociations avec Madame Marine Le Pen pour pouvoir arriver à un accord de gouvernance. Et puis, c'est chose faite. Dans la mesure où on arrive à ce stade-là, je ne vois pas pourquoi il ne réussira pas ou elle ne réussira pas à donner un avenir au peuple français durant les 5 ans à venir. Alors justement, vous qui êtes sur le terrain, comment vous sentez les Mahorais vis-à-vis de cette élection? Est-ce que justement vos militants continuent? Est-ce que la ferveur est toujours la même vis-à-vis de votre candidate? On se rappelle de son passage ici à Mayotte. Est-ce que vous avez ressenti ce même engouement? Mais exactement, ça n'a pas du tout changé, mais au contraire, durant le premier tour, on est arrivé, je pense, dans certaines communes où on était en première position, et dans d'autres communes, on était en deuxième. Et là, en ce moment, dans toutes les communes, on sent très très bien que par rapport au programme que propose Marine Le Pen, surtout, il n'y a pas d'ambiguïté. Les gens sont clairs, ils sont positionnés. Il faut savoir que entre un candidat quand Marine Le Pen, un candidat qui est venu à Mayotte, proposer que moi je ne pourrais rien faire pour arrêter l'immigration, pour stopper l'insécurité, et un autre candidat qui arrive, une autre candidate, en l'occurrence Marine Le Pen, qui arrive en disant que moi je ferai ça et je suis capable de le faire. C'est ça la différence. Justement, les Mahorais attendent beaucoup de choses. Il y a l'immigration clandestine, on parle également de la sécurité, il y a aussi l'économie. Que propose Marine Le Pen pour l'économie? Attendez, moi, au jour d'aujourd'hui, et là je voudrais insister là-dessus, puisque ça fait longtemps, oui, ça fait depuis que les campagnes sont ouvertes officiellement que je participe, je vais dans les villages, je rencontre. Je vais vous donner une petite anecdote. Avant-hier, quand je suis arrivé la semaine dernière, après s'être passé dans une chaîne à côté, une chaîne concurrente, je le trouve à 7 h du matin, j'arrive dans mon bureau, je trouve une vieille personne qui s'arrête et qui me pose la question: mais monsieur, moi je vous attendais, qu'est-ce que je voulais? Je ne veux pas une augmentation de salaire, je ne veux pas l'économie, tout ça, c'est en second plan. Nous avons lutté durant des années pour avoir la départementalisation de Mayotte, c'est la sécurité, et maintenant qu'on a la départementalisation, à Mayotte, les gens ne demandent qu'une seule chose, c'est qu'il nous fait quoi? C'est arrêter l'immigration clandestine, d'une part, et de l'autre, avoir la sécurité. Ils veulent prendre leur voiture, aller à la plage, ils veulent avoir le dimanche matin, partir au champ. C'est tout, c'est minimum, voilà, c'est ce que les gens demandent aujourd'hui. Je suis d'accord, on peut parler d'économie, on peut parler de formation des jeunes, comme il a, sur le modèle de GSMA, augmenter des places, la formation professionnelle, la suppression de l'octroi de mer, etc. Créer un grand ministère de l'outre-mer et de la mer, surtout pour pouvoir revaloriser la filière pêche, la filière aquacole, tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour les Mahorais, ce qu'ils entendent aujourd'hui, et ça je veux dire, c'est la sécurité. C'est la sécurité, et rien que la sécurité, c'est la première chose qu'ils attendent. Merci beaucoup en tout cas, Bonham Missi Saïd Ali, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Et justement, comme évoqué précédemment, le président du parti Debout la France a rejoint Marine Le Pen dans le cadre d'un accord de gouvernement. Un choix qui a beaucoup fait parler car Nicolas Dupont-Aignan s'est toujours jusqu'alors opposé aux idées politiques du Front National. À Mayotte, le représentant du parti Debout la France était sur notre plateau ce matin. Il a ainsi pu faire part de son choix en vue du second tour de l'élection présidentielle. Il votera Marine Le Pen et appelle tous les électeurs de Debout la France à faire de même. Pour finir, Gilles Martin a affirmé que Nicolas Dupont-Aignan
s'est engagé à tenir ses promesses concernant Mayotte. Écoutons plutôt ses propos lors de la matinale de Kwesi. J'irai voter, oui, contrairement à ce que je pensais que je voulais faire le vote blanc. Oui. Non, j'irai voter parce que il faut absolument aucune voix à Macron, sinon on est reparti pour 5 ans et voire pire. Donc oui, j'irai voter et j'irai voter contre mon ADN, contre ce que je m'étais toujours promis dans toute ma vie d'adulte, mais j'irai voter cette année, oui, pour le Front National, parce que j'ai une garantie de mon candidat que je connais bien, qui est un homme courageux, qui est un homme engagé, et qui est un homme qui a su faire ses preuves, et qui, lui, ne se couche pas avec un chèque en blanc derrière telle ou telle personne, comme a su le faire Fillon 15 minutes après sa défaite au premier tour, sans même devoir négocier quoi que ce soit, ou parler ou réfléchir. Je me couche et j'appelle à voter Macron, comme le font tous. Hein. Alors Pierre, on vient d'entendre Gilles Martin, qui est le représentant local du parti Debout la France, qui nous expliquait plus ou moins justement le fait qu'il aille voter pour Marine Le Pen. Il a eu du mal d'abord à le dire, hein, ça. Oui, il a eu du mal parce qu'effectivement, c'est une demi-surprise parce qu'on s'était rendu compte en analysant tous les programmes que c'était deux programmes qui se ressemblaient à bien des égards. Donc finalement, il y a une certaine logique. Mais Nicolas Dupont-Aignan a toujours combattu le Front National. Et d'ailleurs, il va falloir voir ce que ça donne. Mais s'il s'avère que le Front National perd, Nicolas Dupont-Aignan a fait un pari qui risque de lui coûter très très cher. Très très cher, pourquoi? Parce qu'effectivement au sein de son parti il y a des gens et des cadres qui l'ont quitté. Alors effectivement, comme le disait Gilles Martin, c'est pas des dizaines de personnes, mais il y a du monde. Il y a dans sa ville aussi beaucoup de manifestations. On sait qu'il est maire et qu'il est président d'agglomération, communauté de communes, et que les maires demandent sa démission. Que à hier, la ville où il est maire, il y a eu plusieurs manifestations. Ça fait plusieurs jours qu'on manifeste face au choix qu'il a fait de rejoindre Marine Le Pen, et derrière ça sera très très compliqué de relancer son mouvement Debout la France, et il risque de devoir adhérer au Front National et pourquoi pas devenir un cadre de ce parti, mais ça serait très compliqué politiquement parlant de rebondir après ça. Alors justement, on parle aussi de ces couacs, de ces petites difficultés que certains électeurs ont rencontrées pendant cette élection, Pierre. Oui, alors effectivement, on en parle finalement très peu. Il y a eu quelques médias qui ont repris cette problématique, qui est quand même une problématique importante selon moi, puisque il y a eu des aberrations démocratiques dans le sens où beaucoup d'électeurs n'ont pas pu voter lors du premier tour de l'élection présidentielle. Radiation, procuration qui ne sont pas arrivées à temps ou qui ne correspondaient pas à la législation. Il y a eu effectivement, LCI a été la première à parler de cette problématique des 500 000 électeurs qui auraient reçu 2 cartes, qui auraient pu voter 2 fois. Donc voilà, notamment dans la ville de Strasbourg, on en avait parlé la semaine dernière, notamment en radio, mercredi dernier. J'avais pu évoquer ce problème national, parce que vraiment il y a beaucoup de personnes, et je pense que chacun autour de lui possède et a vu des gens et a entendu des gens qui ont expliqué qu'ils n'ont pas pu voter lors de ce premier tour. Donc c'est quand même grave lors d'une élection présidentielle. C'est quand même un moment très important dans la vie démocratique d'un pays. Et là, des milliers, peut-être des centaines de milliers d'électeurs en ont été privés, lorsque l'on sait que jamais une élection n'a été aussi serrée. Ça pose quand même question et ça pose problème, d'autant qu'il n'y a pas eu d'explication rationnelle sur ces radiations ou encore sur effectivement ces procurations qui ne sont jamais arrivées à terme. Alors ceux qui n'ont pas pu voter au premier tour, est-ce qu'ils pourront au moins voter au second tour? C'est aussi la grande question. On sait qu'à Pamanti il y a eu cette problématique, et les agents municipaux expliquaient qu'ils ne pouvaient pas assurer que le problème serait résolu d'ici le 7 mai prochain. Il faut aussi ajouter qu'il y a eu des manifestations en France. Il y en a notamment eu une à Mayotte. Un collectif s'est créé justement pour dénoncer ça, pour que plus jamais cela ne se reproduise, puisque pour cette élection, on a bien compris que c'était terminé et que de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y aurait pas de recours possible, parce que effectivement, c'est compliqué. Il y a quand même eu plusieurs centaines de milliers de voix d'écart entre le deuxième et le troisième, voire le quatrième même. Donc on imagine qu'il y a plus de discussion là-dessus.
mais effectivement, il y a des législatives qui arrivent. Ça aurait été une campagne quand même très compliquée à tous les niveaux, entre les affaires, entre ce premier tour, entre ces finalement 2 candidats au second tour qui ont recueilli moins de la moitié des suffrages, si on compte sur l'ensemble de la population, à peu près 45% à eux deux, c'est très très peu. Beaucoup déçus de cette élection, et on le voit et on risque de le voir le 7 mai prochain. L'abstention, le vote blanc ou le vote nul risque de prendre une part très importante, et ça c'est quand même très très problématique. Et puis aussi on a un autre problème qui se pose aujourd'hui, qui en dit long finalement sur cette élection où il y avait beaucoup d'attentes, c'est qu'on est en manque cruel d'assesseurs, c'est-à-dire que ceux qui s'occupent des bureaux de vote, parce que en temps normal c'était souvent la droite et la gauche, c'est-à-dire le Parti socialiste et l'UMP, les Républicains, RPR à l'époque, qui s'occupaient de ces bureaux de vote. Aujourd'hui, ils ne sont pas concernés par ce deuxième tour, et du coup, on est en manque cruel d'assesseurs, et ça, c'est quand même très très problématique, parce que on risque d'avoir des bureaux de vote non tenus, ou voilà, on ne sait pas où on en est aujourd'hui à ce niveau-là. Donc vraiment, ça aurait été une élection pas comme les autres, avec on l'imagine, un scrutin qui donnera des surprises quoi qu'il arrive, quel que soit le gagnant. De toute façon, on ne sait pas vraiment si les 5 prochaines années ne vont pas être encore très problématiques pour la France. En tout cas, des millions d'électeurs se trouvent un peu perplexes face à ce second tour de l'élection. La réponse donc dimanche, et on continue justement avec un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 2 mai. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Alors que la boutique Tati semble avoir de beaux jours devant elle à Mayotte, l'enseigne a été placée en cessation de paiement avant un probable redressement judiciaire. En difficulté depuis plusieurs années, Tati, qui emploie plus de 1700 personnes et exploite quelques 130 magasins en France, a été mise en vente en février dernier, 10 ans tout juste après son rachat par le groupe Eram. L'espoir d'une relance des activités est néanmoins toujours d'actualité, puisque selon le président du groupe interrogé par nos confrères du Monde, 7 offres de rachat ont été soumises aux actionnaires. Ces derniers attendaient la décision du tribunal afin de passer par une procédure de prépack-cession qui vise à faire mieux et plus vite pour sauver une entreprise en situation délicate tant que celle-ci est encore créditée d'une certaine valeur. La cession est prévue vers la mi-juin, et s'il n'y a donc pas de quoi être inquiet concernant Tati Mayotte, il conviendra de suivre de près ce changement de propriétaire. Voilà une information qui n'est pas pour rassurer tous les parents d'élèves de Lille. En effet, selon le syndicat UNSA, lors de la rentrée prochaine, le nombre de contractuels va dépasser celui des titulaires diplômés de l'éducation nationale. Selon les premiers chiffres du mouvement interacadémique et permutation des enseignants, 1400 contractuels devront être embauchés. Il faut dire que chaque année, le nombre d'élèves ne fait que s'accroître, tandis que l'attractivité du territoire est clairement à la peine. Cette année, 2700 élèves supplémentaires ont été enregistrés, et le syndicat estime qu'il viendrait à manquer plus de 150 postes de titulaires, juste pour combler ce chiffre. Néanmoins, du côté du vice-rectorat, la politique tend à favoriser les contractuels, qui, selon les syndicats, seraient moins à même de critiquer la situation dans l'éducation nationale à Mayotte. Inquiétant lorsque l'on sait que, faute de temps et de moyens, les néo-contractuels sont lancés dans le grand bain après seulement quelques heures de formation. Candidat aux élections législatives, Jacques-Martial Henry est actuellement empêtré dans une affaire qui prend de l'ampleur. En effet, il y a quelques semaines, le chargé de mission MCG avait déposé plainte contre l'association TV Mafumbouni suite à un sketch jugé injurieux et portant atteinte à son honneur. Depuis, le procès suit son cours et le verdict est attendu demain 3 mai. En attendant, l'affaire est encore loin d'être close, puisque Jacques-Martial Henry a annoncé que son avocat va déposer plainte au tribunal de grande instance de Paris pour diffamation contre maître Yanis et Bazenella. Ces derniers, qui défendent l'association, ont accusé publiquement l'ancien élu de prise illégale d'intérêt et de trafic d'influence dans l'affaire concernant l'attribution de la DSP de Longoni. Si le jugement de demain est très attendu, il apparaît donc évident que l'affaire est encore loin d'être terminée. Et on termine cette édition avec ce coup de projecteur sur nos artisans locaux. Vous êtes nombreux à aller à leur rencontre tous les premiers samedis du mois au marché de Coconi. L'événement a certes du succès, mais les occasions comme celle-ci sont encore trop peu nombreuses sur le département. Le comité départemental du tourisme de Mayotte en a d'ailleurs conscience, et c'est la raison pour laquelle en ce moment il accueille la première exposition de l'île portée sur l'art et l'artisanat d'objets en bois. Ainsi, jusqu'au 13 mai, tous les jours de 8h à 17h, tout un chacun peut aller admirer les talents des artisans de Mayotte
Mayotte et acheter s'ils le souhaitent des objets uniques. Zoom sur une expo un peu spéciale dans ce reportage signé Adèle Laurent. Marlène Freytag est artisane. Avec son tour à bois, elle fabrique des stylos 100% Mayotte. C'est donc tout naturellement qu'elle a souhaité, avec ses homologues artisans et artistes, mettre en place cette exposition autour du bois. Elle nous en dit plus sur son travail et sur celui des autres exposants. J'adore écrire, il faut continuer à écrire, et puis bon, offrir un stylo, c'est souvent pour de grandes occasions, et quand il est en bois réalisé à Mayotte, ça donne vraiment de la valeur au produit. Vous avez le pilon qui sert à écraser le rougail, les épices, etc. Ici, vous avez donc la graine de mbouyou, c'est la graine de baobab. L'artisan bambou coco. Par conflit d'Iloni, il travaille à la fois le tressage et aussi des grandes sculptures artistiques. Et ici, vous avez donc les calebasses réalisées par Djé. Ce sont des pièces uniques. On présente à Yuba Couture et elle réalise à la fois des bijoux en tissu, mais aussi de magnifiques petits ensembles, parures, colliers, boucles d'oreilles. Lionel et réalise donc des peintures sur écorce de cocotier. Et l'Odo Factory, elle travaille à la fois la noix de coco et elle travaille aussi les capsules de bouteilles. Chaque artisan met bien une journée par pièce à travailler. Et ces artisans et artistes venus de toute l'île manquent cruellement d'espace de visibilité. C'est pourquoi il leur est paru important de monter cette exposition dans ce lieu symbolique qu'est le comité du tourisme. Et pour ce dernier, l'apport est réciproque. Ça fait partie de la culture, ça fait partie aussi de ce que les touristes aiment voir lorsqu'ils viennent à Mayotte ou ailleurs aussi. Donc il faut voir ce qui est fait localement. Ça leur permet aussi d'amener quelque chose d'ici en partant. Et ça permet aussi une expression locale qui est importante, qui fait partie intégrante de la culture. Et ce ne sont pas les visiteurs de ce matin qui la contrediront. Ça fait un peu découvrir la culture mahoraise et surtout l'artisanat mahorais, puisque quand on va dans des boutiques des souvenirs, souvent on trouve que des articles importés de Madagascar ou de Thaïlande. Et là, c'est vraiment des produits fabriqués à Mayotte. Donc ça met en valeur le travail des artistes et artisans mahorais. Et pour nous qui sommes résidents ici, de garder des souvenirs le jour où on quitte définitivement Mayotte. Je trouve ça super intéressant. Vraiment une très bonne initiative. Je trouve dommage, ça va faire 3 ans que je viens sur Mayotte, que de ne pas trouver de produits de Madagascar ou de Chine surtout. Je trouve ça vraiment dommage. Donc je trouve ça vraiment bien. Moi je venais pour acheter, pour voir un peu, pour ramener des choses en métropole. Et je trouve que c'est quand même mieux de faire vivre l'artisanat local, on va dire. Et puis c'est plus joli, plus brut, plus... naturel. Oui, naturel, voilà, c'est ça. Naturel. Ouais. Objets de tous les jours et objets décoratifs, tous uniques. Jusqu'au 13 mai, tout un chacun a l'occasion d'aller observer le travail d'orfèvre de ces artistes et artisans, mais pas que. Cette semaine, chaque jour, il y aura une rencontre d'artisans. Là par exemple aujourd'hui c'est Touche du Bois, mais demain ce sera Mariama de Sada et Lionel du Mont-Combani. Et chaque jour, de nouveaux artisans à rencontrer pour prendre le temps de discuter, d'expliquer son travail et quelle matière aussi on utilise. Jusqu'au 13 mai prochain, tout un chacun peut donc se rendre au comité du tourisme pour rencontrer les artistes et artisans, apprécier leur travail et repartir pour ceux qui le désirent avec un objet 100% Mayotte. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle édition du journal. Bonne soirée à vous.